Studio 54. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous recevons Cassandra Muller, travailleuse sociale à l'association Arelia et responsable de l'espace d'accueil pour les femmes victimes de violences. Bonjour Cassandra. Bonjour. Et Mélanie Maté, chef de service du pôle accueil, hébergement et insertion, toujours à Arelia. Bonjour Mélanie. Bonjour. D'abord pour commencer Cassandra, quel est le lien entre votre travail et les femmes victimes de violences ? Du coup, le lien entre les deux, c'est que je les accompagne et je les soutiens dans leur parcours de sortie des violences. Très bien, et de reconstruction. Et de reconstruction également. On va d'abord parler d'Arelia. C'est quoi Arelia ? Mélanie. Alors Arelia, c'est une association régionale pour le logement et l'insertion par l'activité qui est créée depuis 2016, qui est en fait la fusion de deux grosses associations nancéennes qui étaient Regain 54 et Le Grand Sauvois. Arelia a deux grands pôles d'activité, un pôle par l'insertion et l'activité économique et un autre pôle d'activité accueil, hébergement, insertion. En matière d'accompagnement et de protection des femmes victimes de violences, qu'est-ce que vous faites spécifiquement ? Alors Arelia a un service dédié à l'accueil et à l'hébergement de femmes victimes de violences. Un espace d'hébergement qui a été ouvert en 2007 et un accueil de jour qui est en activité depuis 2014. Qui a un peu évolué récemment avec l'ouverture de la Maison des Femmes, qui est d'ailleurs située juste à côté de nos studios. Tout à fait. Tout à fait. Le lien entre Arelia et la Maison des Femmes, en fait, dès le début, il y a 3-4 ans, des réflexions autour de la mise en route de la Maison des Femmes. La mairie de Nancy, qui était à la base porteur unique de ce projet, a contacté les différents opérateurs qui interviennent, les différents acteurs qui interviennent sur le volet de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et tout naturellement, on a un petit peu pris part à ce projet. Et il nous semblait effectivement, au vu du projet global de la Maison des Femmes qui était de porter un accueil de jour, de proposer de l'hébergement et de proposer un espace de sensibilisation, de faire partie de ce projet dans la mesure où c'était les activités qu'on portait nous déjà au sein d'Arelia et de notre dispositif femmes victimes de violences. Donc du coup, on a travaillé à une délocalisation de notre accueil de jour de façon à pouvoir le réaliser au sein de la Maison des Femmes. On peut préciser, c'est que Arelia fait partie des 3 associations cofondatrices de la Maison des Femmes avec le CIDFF Nancy et France Victimes 54 que vous entendrez dans cette émission. L'accueil de jour, c'est quoi précisément ? Parce qu'on pourrait presque croire que c'est un service hospitalier. L'accueil de jour, c'est un espace qui est ouvert du lundi au samedi sur la Maison des Femmes, de 9h à 17h et jusqu'à 19h le jeudi. On accueille toute femme qui, à un moment donné, se pose des questions sur sa situation de couple ou a déjà identifié qu'elle rencontrait des violences. Alors, on parle des violences conjugales, mais on pourrait aussi parler des violences de toute nature, des violences intrafamiliales, des violences de rue, n'importe quelle violence qui pourrait toucher une femme. La femme peut se présenter donc au sein de l'accueil de jour et donc sera reçue par une travailleuse sociale, coordinatrice de parcours, donc des salariés d'Arelia qui sont au nombre de 3 et qui vont écouter la personne, identifier ses besoins, ses demandes et puis l'accompagner, lui proposer un accompagnement global et l'orienter vers les différents partenaires avec lesquels on travaille en réseau. Cassandra, vous êtes responsable de l'espace accueil qui vient en plus d'ouvrir, mais vous faisiez déjà ce travail dans les locaux d'Arelia. Concrètement, ça se passe comment ? C'est toc toc toc, j'ai besoin d'aide ? Entre guillemets, oui. Je préciserai peut-être plus, plutôt que responsable, peut-être plus animatrice, parce que du coup, on est à 3 à fonctionner ensemble sur justement l'animation de l'accueil de jour. Là, aujourd'hui, sur la Maison des Femmes, on a ce qu'on appelle une permanence donc physique et téléphonique. Donc, ça veut dire que pendant une demi-journée ou une journée, une de nous 3 est présente à l'accueil. Et donc, les personnes qui viennent
peuvent tout de suite dire bon bah voilà, j'ai des questions, j'aimerais bien avoir des renseignements, et on essaye le plus possible de les accueillir dans le moment immédiat. Après, si c'est pas possible, on propose un rendez-vous, mais en tout cas, on essaye tout de suite de proposer un temps d'écoute, et également par téléphone où justement les personnes peuvent nous appeler en disant voilà, soit je vois une situation, soit je vis une situation, et nous on se rend disponible justement pour écouter et donner des conseils. Ça, on va dire, c'est la première porte d'entrée, donc pour les personnes d'elles-mêmes ou leurs proches, mais c'est aussi un espace qui est là pour nos partenaires. On a des partenaires un petit peu de tous les horizons, donc ça va être municipalités, hôpitaux, ou tout simplement les travailleurs sociaux de secteur qui peuvent nous dire voilà, on a rencontré une dame et puis on s'est rencontrés et au fil des échanges, on a découvert qu'il y avait des violences, est-ce que c'est possible de venir vous voir, etc. Et donc là aussi, on essaye de se rendre disponible, et on le fait, on se rend disponible pour pouvoir les accueillir et échanger plus précisément sur les situations. Il y a l'accueil de jour, il y a aussi l'hébergement d'urgence. Là, on monte d'un cran. Les victimes qui peuvent prétendre à cet hébergement d'urgence, parfois elles ont tapé à la porte très simplement de l'accueil de jour, parfois elles sont, j'imagine, envoyées par la police ou d'autres associations. L'hébergement, effectivement, on a 32 places d'hébergement au sein d'Arelia qui sont des hébergements spécifiques pour l'accueil de femmes victimes de violences. On a une partie d'hébergement d'urgence et une partie d'hébergement d'insertion. Ces places font partie intégrante du schéma départemental de l'accueil et de l'hébergement et de l'insertion. Donc elles sont référenciées dans le logiciel et dans les places de l'État, en fait, via le SI, le service intégré, et le service intégré d'accueil et d'orientation qui a vocation à coordonner toutes les places et toutes les demandes d'hébergement sur le département. Et donc, du coup, la porte d'entrée, effectivement, peut être l'accueil de jour et principalement l'accueil de jour qui va réaliser une évaluation de la situation et va pouvoir orienter sur ces places d'hébergement. Mais le 115, qui est le numéro national pour les personnes sans hébergement, peut aussi nous orienter des personnes. Le SIAO peut aussi nous orienter des personnes via des demandes d'autres partenaires. Après, nous, on se réserve effectivement la possibilité, et on le fait quasi systématiquement, de refaire une évaluation de la situation en aval ou en amont de l'orientation. Je pense qu'on peut le dire déjà tout de suite, on trouve toujours une solution pour une femme qui a un problème. Oui. Oui. Même si ces places, on pourrait croire que ces places sont limitées, on pourrait croire que c'est pas beaucoup. Avec le réseau aussi de partenaires, on trouve toujours une solution. Alors, les places sont limitées, 32 places, finalement, c'est pas énorme à l'échelle du département, sachant que l'association Alizée a aussi des places dédiées aux femmes victimes de violences sur le nord du département. Après, il existe multiples autres possibilités d'hébergement qui ne sont pas forcément dédiées à des femmes victimes de violences, mais qui peuvent être dédiées à des femmes sans hébergement, tout simplement, qui peuvent aussi répondre à ces situations. Et j'ai envie de dire, on ne laisse jamais une femme victime de violences avec ou sans enfant sur le côté. Voilà, on trouve toujours. Est-ce qu'on peut dire aussi que ces femmes n'ont pas besoin d'apporter la preuve qu'elles sont victimes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'avoir porté plainte, elles n'ont pas besoin de montrer des bleus sur les bras, on les croit? On les croit. Oui. C'est effectivement la première chose à faire quand on reçoit une personne en entretien, c'est effectivement valoriser sa démarche et lui dire que ce qu'elle nous dit là, on la croit en fait. C'est très important de le redire et de le rappeler à chaque fois. Se justifier, etc., c'est des choses souvent qui peuvent apparaître à la suite des violences, puisque du coup, la victime se retrouve dans une situation où elle est remise constamment en doute par l'auteur. Donc tout ce qu'elle peut penser, tout ce qu'elle peut imaginer, tout ce qu'elle peut dire est toujours remis en question. Soit c'est pas assez intelligent, soit c'est pas pertinent, soit il sait mieux qu'elle. Donc nous, dans nos espaces, c'est important de le dire, on vous croit, il n'y a pas besoin de se justifier, il y a juste besoin de venir nous voir. Franchir la porte. Voilà, et nous on sera là. Ou de composer, on le rappellera aussi à la fin de cette émission, le numéro de téléphone, on peut peut-être déjà le donner tout de suite. Oui, le 3919, tout à fait, le numéro national, qui est là, c'est un numéro d'écoute où des écoutants sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et du coup qui oriente sur les associations de secteur des victimes appelantes ou alors des
personnes qui demandent des renseignements. Et donc du coup, nous... C'est le même numéro. Voilà. Nous, on est en lien avec le 3919. Donc le 3919 renvoie vers le numéro de aujourd'hui la Maison des Femmes pour pouvoir les accompagner. On peut peut-être préciser qu'on est adhérent à la Fédération nationale Solidarité Femmes qui porte le 3919. Donc Arelia est adhérent depuis plusieurs années. Et en fait, dans ce cadre-là, quand les personnes appellent le 3919, c'est notre numéro d'accueil de jour qui est donné aux victimes sur le secteur. Une chose importante à dire aussi, c'est que ces hébergements, ils sont sécurs. Oui, tout à fait. Voilà, on est protégé, il y a des systèmes de sécurité, il y a des personnes employées pour ça. Oui, tout à fait. Et en lien, j'imagine, tout de suite, aussi direct avec les forces de police. Nos agents de sécurité sont formés, enfin, les équipes éducatives et les agents de sécurité qui prennent le relais la nuit sont formés aussi à mettre en place tout ce qui est nécessaire en termes de sécurité et à solliciter les forces de l'ordre si nécessaire. Ça représente combien de personnes à peu près, l'hébergement par an pour l'association Arelia ? Alors sur 2024, on a hébergé 42 personnes sur l'hébergement d'urgence et 43 sur l'hébergement d'insertion, ce qui représente à peu près donc 22 femmes sur l'hébergement d'urgence avec leurs enfants et 16 femmes sur l'hébergement d'insertion avec leurs enfants. Ça peut paraître peu, mais c'est déjà trop. C'est déjà trop, oui. Après, alors ça paraît peu parce qu'aussi on a des durées de séjour qui peuvent être fluctuantes, c'est-à-dire que les personnes qui passent par nos hébergements n'ont pas forcément les ressources personnelles, financières et il y a tout un travail de reconstruction à faire avant qu'elles puissent pouvoir accéder à un logement autonome ou sortir de nos structures. Donc c'est vrai que du coup, il faut vraiment qu'on s'adapte au rythme de la personne. Donc on a des durées d'hébergement qui sont plus ou moins longues, ce qui fait que du coup on ne peut pas non plus héberger énormément de personnes sur ces places sur une année en fait. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Parlons maintenant des victimes, puisque elles sont un peu au centre de cette émission, évidemment. Est-ce qu'il y a un profil type, Cassandra ? Non. Voilà. Il n'y a pas de profil type. En fait, ce qui se passe par rapport aux personnes qui viennent nous solliciter, souvent, on nous perçoit que sous le prisme de l'hébergement d'urgence. Donc, c'est vrai que l'hébergement d'urgence et le besoin de mise à l'abri immédiate, ça peut être le gros du travail qu'on peut avoir. Mais en fait, il n'y a pas de profil type parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être des ressources nécessaires pour aller se mettre à l'abri chez des amis, chez de la famille, etc. Qui ont aussi peut-être des ressources nécessaires pour se payer un Airbnb, un hôtel ou quoi que ce soit pour avoir quand même des conditions de confort qui leur conviennent et qu'elles peuvent choisir. Parce que c'est vrai que l'hébergement d'urgence, on est dans l'urgence, donc c'est vrai que les détails et le confort ne peut pas être décidé par la personne qui est mise à l'abri. Donc du coup, certaines préfèrent quand même se maintenir ce confort-là. Ce qui fait que notre public est très large. Ça peut être des personnes qui travaillent, qui ont un CDI, qui sont seules, qui sont avec enfants, qui sont dans on va dire la ruralité, ou alors qui sont en ville. Et ça va être plein de profils différents parce que concrètement, les violences conjugales et les violences faites aux femmes, c'est partout. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, y a pas forcément beaucoup de femmes qui pourraient dire « je n'ai jamais vécu une situation d'abus ou une situation de violence dans ma vie ». Donc voilà, tout profil. Ces femmes qui n'ont pas forcément les moyens derrière de prendre un Airbnb, c'est pas forcément qu'elles n'ont pas d'argent, il y en a qui travaillent, puisqu'on n'a pas parlé aussi des différents types de violences. Il y a parmi les violences, large spectre de violences, il y a aussi les violences économiques, où des femmes n'ont pas le droit, entre guillemets, de posséder une carte bleue, de faire des retraits, sont tenues quelque part par le compte en banque, et se retrouvent du coup bloquées, c'est-à-dire que si elles quittent le foyer, n'ont absolument aucun moyen de subsistance.
Oui, tout à fait. Les violences économiques, c'est quelque chose qui aujourd'hui est reconnu et pour lequel on peut en entendre parler, sauf que c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait maîtrisé et compris en totalité, parce qu'il y a évidemment les violences économiques où l'auteur des violences garde la totalité de l'argent et le gère. Il y a les violences économiques où la victime peut quand même gérer les budgets, mais sauf que le budget est tellement serré qu'il n'y a pas de moyen d'avoir des économies personnelles. Et puis il y a aussi les violences économiques auxquelles on ne pense pas souvent, mais en fait les conjoints dans le cadre des mariages, et ben en fait l'auteur de violence peut voir les mouvements d'argent, et donc du coup ça empêche aussi la victime de pouvoir très facilement faire des achats ou faire des paiements sans que l'auteur ne sache où vont ces paiements et qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pas un manque de moyens à certains moments, mais c'est aussi vraiment un contrôle. On parle vraiment d'un contrôle total. Ça nous permet aussi de parler de reparler, puisqu'évidemment avec tous les partenaires de cette émission, on y revient, mais c'est important de parler de ces différents types de violences. Il y a les violences économiques, les violences sexuelles, les violences physiques, les violences psychologiques. Il y en a encore d'autres que j'ai sûrement oubliées. Administratives. Faisons un petit point sur ces violences administratives, justement. Quelque part, on rejoint un peu les violences économiques, mais par exemple, des femmes qui n'auraient pas leur papier d'identité. Oui, tout à fait. Confisquées ou rétention, quelque part, d'informations de la part du conjoint ou du mari. C'est ça. Donc, ça peut être confisqué, rétention, ou tout simplement la perte, la destruction. Donc, ça peut prendre des formes différentes. Et il y a aussi, dans les violences administratives, de garder le regard dessus. C'est-à-dire qu'une femme, si elle veut par exemple faire une demande de logement social pour sortir du logement et puis se mettre en sécurité de son avis seul, plein et entier, et en fait elle a besoin de papiers comme les impôts, de papiers comme évidemment sa carte d'identité ou alors tout simplement livret de famille. Attestation de sécurité sociale, carte tout vitale, ça. Oui. Voilà, et on est en France avec beaucoup besoin d'administratif et de papiers, et en fait tout de suite ça va la bloquer si par exemple monsieur il n'a pas fait la déclaration d'impôt et c'est lui qui avait en charge dans le couple de faire la déclaration d'impôt, et en fait il y en a pas, donc elle peut pas faire, ou alors le livret de famille il est caché, ou alors en fait à chaque fois c'est des petites billes, c'est des petites pierres qui sont faites pour enrayer la machine du départ. Donc voilà, ça peut prendre plein de formes différentes, et parfois c'est difficile d'utiliser des exemples précis parce que dans l'accompagnement de certaines femmes, elles vont essayer de trouver le contre-argument en disant oui mais c'est pas qu'il est méchant, ou oui c'est pas qu'il est violent, c'est parce qu'on s'est organisé, ou c'est parce que je lui ai dit que. Et en fait ce que nous on essaye de leur apprendre et de leur redire, c'est que ça prend des formes tellement différentes que la finalité, c'est ça qui est important d'entendre. C'est pas forcément la forme, c'est la finalité. Est-ce qu'elle est en capacité de sortir sans problème de chez elle ? Si oui, tant mieux, ça veut dire que oui, il n'y a pas le cadre des violences. Sinon, là, il y a quelque chose et il y a des questions à se poser. Ce qu'il faut redire aussi, c'est que les violences psychologiques sont tout aussi graves et ont des conséquences autant que les violences physiques. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'accueil d'urgence ou même l'hébergement n'est réservé qu'aux femmes qui sont victimes de coups physiques de leur mari ou conjoint, ou de quelqu'un d'autre de la famille, par exemple? Non, absolument pas. Il y a peut-être des femmes qui se disent « moi, j'ai pas besoin », il y a peut-être des femmes qui en ont plus besoin, je vais pas aller embêter Arélia avec mes soucis. On en a beaucoup qui peuvent nous voir en disant « mais il est pas violent, il me frappe pas », ou « il est pas violent, il a pas tapé ». C'est à chaque fois ce qu'on essaye de leur dire, c'est qu'on les croit dans le mal-être qu'elles vivent dans leur relation, et que ça fait partie aussi des violences, de justement tout ce travail de mise en place de l'insécurité, l'incertitude, le mal-être, tout ça, ça fait aussi partie des violences psychologiques. Nous, on est là pour les accueillir et les entendre, et justement, c'est pour ça qu'on dit « on vous croit », c'est le côté où, oui, il y a la question de la confiance, et oui, ce que vous dites, c'est vrai, mais il y a aussi le côté de, oui, on vous croit que l'effet des paroles, même si c'est une insulte de temps en temps, ça a un effet énorme sur vous, et du coup, ça vous met en difficulté pour tout, pour le reste,
Et en fait, les violences psychologiques, aujourd'hui, elles sont reconnues et elles sont considérées au même titre que les violences physiques. Mais on voit que ce qui n'est pas visible, c'est encore difficile à concevoir. Qu'est-ce qui se passe après ce travail d'accompagnement que fait Aurélia, ce travail aussi de reconstruction des victimes? J'imagine que ça prend des formes différentes et des longueurs différentes en fonction des personnes. On a en fait dans le travail de reconstruction, on a quand même quelques étapes clés. Alors si des personnes elles viennent sur l'hébergement d'urgence, les étapes clés, la première, ça va être vraiment de trouver un lieu qui est sécurisant. Ça c'est vraiment l'urgence et c'est vraiment le gros du travail au début de l'accompagnement, c'est de trouver ce lieu sécurisant et adapté pour la personne qu'on accompagne et pour la victime de violence. Parce que, en fait, la peur, l'incertitude, l'inquiétude, c'est comme si ça immobilisait un petit peu le cerveau. Et du coup, pour travailler sur un petit peu le reste, c'est difficile. Un état de peur constant, c'est pas favorisant pour pouvoir réfléchir à tiens, est-ce que je préfère habiter à tel endroit ou à tel endroit? Non. Il faut d'abord le lieu sécurisant pour pouvoir permettre à la personne de commencer quelque chose et des réflexions aussi sur son parcours. Donc ça, c'est une grosse étape au niveau de l'hébergement. Et l'autre grosse étape, c'est aussi quand il y a des enfants, la garde. On le dit et on le voit et on l'observe. La garde, c'est un gros sujet. Les enfants, c'est un gros sujet dans les violences conjugales parce qu'ils sont instrumentalisés à tous les étages et parce qu'ils sont eux aussi victimes quand ils sont dans le cadre de violences conjugales. Il y a quelque temps, on disait seulement témoins. Aujourd'hui, heureusement, c'est reconnu qu'ils sont victimes. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce mot-là. C'est pas seulement collatéral ou quoi que ce soit. Ils sont au cœur de tout ça. Et du coup, la garde, c'est souvent une grosse source d'inquiétude pour les victimes, puisque du coup, c'est les laisser en direct et sans supervision avec l'auteur des violences. Et en même temps, c'est aussi toujours aussi cette question de dire moi j'ai vécu les violences et en même temps il n'y a jamais eu de violence envers les enfants, je veux pas lui priver de son rôle de père, mais sauf que quand il y a des liens directs, des passages de bras, en fait dès que les deux, la victime et l'auteur de violence, se retrouvent en contact et qu'il n'y a pas de supervision ou de regard extérieur, c'est là où en fait il y a le risque que les violences ressurgissent et que du coup ça relance de nouveau les choses. Ça nous permet de rappeler, vous me dites si je me trompe, que dans le cadre de l'hébergement d'urgence, les enfants sont les bienvenus. Tout à fait. Tout à fait. On fait le nécessaire pour accueillir également les enfants et leurs mères, histoire que tout le monde soit sécurisé. Nous, quand on a une personne qui vient nous voir et donc du coup qui a des questions autour des violences, en fait déjà il y a différentes étapes dans nos entretiens. Ça va être vraiment un temps où il est important de mettre en place un climat de confiance et d'écoute. Donc ça, c'est vraiment le nécessaire. Quand on insistait plusieurs fois sur « on vous croit », c'est la première étape, que vraiment la personne se sente dans un espace d'écoute et de confiance pour que justement la parole puisse être un petit peu facilitée. On a vraiment également à cœur de pouvoir répondre au mieux à la demande. Donc ça passe par l'évaluation du danger. Donc ça va être de voir justement où la personne se situe au niveau du cycle des violences, parce que selon cette position-là, est-ce que c'est une personne qui vient d'avoir justement un passage à l'acte au niveau des violences? Donc là, on va être quelque part où la personne va être plus secouée, sonnée et un petit peu perdue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, là, ça va être de soutenir un petit peu la réflexion, de se rendre compte la gravité du passage à l'acte, etc. Et de soutenir qu'est-ce qu'on peut faire ensuite. Et puis, il y a certaines personnes qui viennent nous voir parce que des partenaires ou parce que des amis leur disent « Non, mais là, c'est pas possible, faut vraiment que tu ailles voir quelqu'un et tout ». Mais en fait, elles sont dans l'étape de la lune de miel où il y a eu des bons événements, il y a eu des échanges qui étaient sympathiques, des choses qui faisaient un petit peu revivre les sentiments du début.
Et donc là, par contre, on s'adapte aussi. On n'est pas là pour dire non, ça va pas du tout, faut vraiment que vous partiez. Mais par contre, on va essayer de revoir avec elle pourquoi la personne vous dit de venir. Est-ce qu'il y a eu des faits avant ce moment où ça se passe bien? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà répété? Enfin voilà, on essaye de prendre la personne où elle en est dans ce parcours-là, parce que justement, selon ce cycle-là, elle n'aura pas la même écoute et la même sensibilité aux apports et aux réflexions sur les violences. Et puis par rapport à ça, on a également, comme je vous disais, l'évaluation du danger, où là, c'est important pour nous de vérifier et d'être attentif à des signes. Je vais donner quelques exemples assez clairs. C'est, ça paraît assez fou, mais c'est s'il y a des armes au domicile. C'est une question qu'on peut poser. Donc sur le coup, non, il n'y en a pas, ou peut-être oui, mais pourquoi ? Parce que en fait, ça augmente le risque de danger du passage à l'acte, et puis de la gravité du passage à l'acte. Et puis au niveau du danger, ça va être d'être attentif aux signes d'accélération de la violence, parce que les cycles, ils ont des formes et des temporalités qui sont différentes et qui peuvent évoluer à tout moment. Et si on perçoit qu'il y a une accélération des violences et une accélération des passages à l'acte, ça montre aussi qu'il y a d'autant plus de risques pour qu'il y ait un passage à l'acte, je vais dire le mot, mais un passage à l'acte de féminicide et d'autres passages à l'acte tout aussi graves. On peut aussi accéder, pour les femmes qui nous écoutent, à des violentomètres qui permet aussi de s'auto-évaluer, entre guillemets, mais de se rendre compte que c'est pas anodin se faire insulter tous les jours, ou même des petites remarques rabaissantes. C'est une forme de violence, c'est déjà assez grave. Cassandra Muller et Mélanie Maté de l'association Arelia, on touche à la fin de cette émission. Pour terminer, j'aimerais savoir quelles sont les histoires qui vous ont marqué. Il y a une situation positive, on va dire, c'est une personne du coup qui va pouvoir témoigner dans le podcast, qui est quand même une situation qui me marque positivement, parce que cette personne est venue, elle a sollicité de l'aide, et dans l'accompagnement et dans son parcours, elle a toujours eu une grande force en elle, qu'elle avait du mal à percevoir dans ce qu'elle pouvait faire, dans sa recherche du mieux. Elle a toujours mis en avant le bien-être de ses enfants, et elle a fait le nécessaire justement pour les mettre en sécurité. Et aujourd'hui, elle a tellement avancé dans son parcours qu'en arriver à pouvoir témoigner, et elle le dira d'elle-même, de les raisons pour lesquelles elle témoigne, je trouvais ça extrêmement fort et extrêmement beau. Cette force qu'elle arrive maintenant à transformer pour pouvoir essayer d'atteindre d'autres personnes et soutenir à sa manière d'autres personnes qui pourraient traverser elles aussi les violences. Donc ça, c'est une belle expérience et un beau parcours. Qu'est-ce qui vous motive dans ce métier ? Qu'est-ce qui nous motive ? C'est simplement de pouvoir, j'ai envie de dire, offrir une petite lueur d'espoir à toutes ces personnes qui, à un moment donné, ne voient pas le bout du tunnel, de pouvoir leur dire que les choses sont possibles, qu'elles ont la force en elles, et que j'ai envie de dire, c'est le premier pas qui compte, qu'une fois qu'elles ont franchi la porte, qu'il faut absolument pas qu'elles restent seules, qu'une fois qu'elles ont franchi la porte de notre service ou d'un autre service, quelconque soit-il, que du coup elles ont déjà fait le plus gros du travail, j'ai envie de dire, et donc c'est ça qui est intéressant, et c'est de pouvoir être là, accompagner les personnes au quotidien, pouvoir les voir se reconstruire, reprendre confiance en elles, aller de l'avant, et ça c'est notre plus belle récompense au quotidien, j'ai envie de dire. Quel message vous voulez porter aujourd'hui sur l'antenne ? Peut-être aussi, quel réflexe il faut avoir ? Comme le disait Mélanie, il ne faut pas rester seul. Vraiment, c'est le premier réflexe, ça va être de demander de l'aide. C'est vraiment par là que commencent toutes les démarches. Vraiment ne pas rester seul et ne pas garder pour soi. C'est important de pouvoir aller solliciter d'autres personnes. On est là exprès pour ça. Et puis aussi, on a, j'aimerais bien le rappeler aussi, au niveau de la réalité aujourd'hui qui existe, on n'a pas beaucoup parlé, mais je l'avais noté, c'était au niveau de la justice.
Et au niveau des autres circuits, donc voilà, la justice et la police, etc., il peut y avoir encore des appréhensions à aller voir les forces de l'ordre. À certains moments, ça peut être difficile de faire la démarche. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, il y a beaucoup de travail qui sont faits pour les former. Et aussi, nous, ce qu'on perçoit, c'est qu'on a des partenaires, donc les intervenants sociaux en gendarmerie ou en police, qui sont présents, qui facilitent énormément le travail. On voit vraiment la différence entre leur présence ou leur absence dans les liens qu'on peut avoir avec les forces de l'ordre. Elles font un travail assez impressionnant, donc je tenais à leur faire une petite dédicace. On les entendra dans cette émission. mais du coup, voilà, donc pour les personnes qui ont peur ou qui sont encore très dans la retenue parce qu'elles ont peur de se confronter justement à des grosses difficultés face aux institutions, face à la justice, aux forces de l'ordre, etc. Nous, on est aussi là pour ça, pour les soutenir. Il y a d'autres professionnels qui sont là justement aussi pour pouvoir les soutenir. Et donc, voilà, les a priori, etc., c'est bien. Elles peuvent venir nous voir et en parler. Mais justement, le principal, c'est de demander de l'aide malgré tout ça. Effectivement, notre action, elle vient s'appuyer sur un réseau de partenaires et que, effectivement, je veux dire, chacun a ses spécificités, mais l'action, elle ne pourrait pas se réaliser sans ce réseau de partenaires. Et c'est vraiment tout ce travail que font les collègues sur l'accueil de jour et sur l'hébergement, c'est de coordonner le parcours des personnes et de faire le lien avec l'ensemble des partenaires. Et c'est aussi pour ça que c'était important pour nous d'intégrer la Maison des Femmes, parce que la Maison des Femmes avait vocation à réunir en son sein l'ensemble des partenaires du réseau et de créer ce qu'on peut appeler un guichet unique en fait. Et ça, ça permet de donner de la visibilité à notre action, ça permet aussi de créer des partenariats et des liens supplémentaires, j'ai envie de dire, avec l'appui politique aussi de ce projet, de peut-être franchir des portes qu'on n'arrivait pas à passer jusqu'ici. Et c'est en ça qu'il y a une vraie plus-value aussi de ce projet-là. Merci Cassandra Muller et Mélanie Maté de l'association Arelia. Un doute, une demande d'information ou un appel à l'aide, il y a aussi le 3919 à ne pas oublier. C'était Après les silences, on parlait des violences faites aux femmes. Un programme proposé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec la coordination des radios associatives de Lorraine. À réécouter sur meurthe-et-moselle.fr/studio54. Une question, un doute, un appel à l'aide ? Composez le 3919. C'est anonyme et gratuit. 3919.